était jusqu'à sa nouvelle nomination directeur-chef de département de la coordination et ministre aux affaires étrangères de son pays. Quatrième et dernier à faire son entrée, le Guinéen Camara Sékou Alassane a une compétence en relations internationales et études stratégiques. De 2017 à janvier 2024, il a plusieurs fois occupé le poste de représentant permanent de Guinée, entre autres au Nigeria, au Tchad et auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Depuis janvier de cette année, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République démocratique du Congo. Il détient un master conjoint en études stratégiques et relations internationales ainsi qu'un certificat de spécialisation avancée en diplomatie internationale. Parlons à présent de cette demande formelle de la République démocratique du Congo envers l'Union européenne, la mise en place d'un comité conjoint pour la traçabilité du MOU signé avec le Rwanda afin d'éviter toute fraude dans la vente des minerais. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au cours d'une séance d'échange avec les ambassadeurs de l'Union européenne et des USA. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires pour leur solidarité lors de la tragédie du 3 mai dernier. Regardez. La République démocratique du Congo a connu une tragédie le 3 mai dernier. Le camp de réfugiés de Muguga bombardé par l'armée rwandaise, faisant des morts parmi eux, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel. Plusieurs pays partenaires de la République démocratique du Congo ont également condamné cette énième barbarie de l'armée rwandaise. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a réuni autour de lui les pays de l'Union européenne, l'Amérique, pour les remercier pour leur solidarité et leur amitié. Nous avons senti à travers vos mots que tout le monde veut des avancées vers la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-il affirmé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, est revenu sur le MOU que l'Union européenne a signé avec le Rwanda. À ce sujet, la République démocratique du Congo tient à une traçabilité de produits que le Rwanda va présenter à l'Union européenne pour assurer que ce ne sont pas des produits frauduleux. La République démocratique du Congo tient au partenariat avec l'Union européenne et vite, elle propose de mettre en place un comité conjoint qui aura pour mission d'étudier toutes les questions liées à la traçabilité. Elle va proposer des éléments techniques de mécanismes qui peuvent renforcer la confiance. Le vice-premier ministre a annoncé séance tenante qu'il venait de signer une demande officielle à l'Union européenne pour la mise en place de ce comité conjoint qui sera composé des experts. Juste après, les diplomates sur place ont réagi positivement à cette proposition du gouvernement congolais, celle de travailler ensemble pour la transparence. Ils ont promis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe qui sera mise en place pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le bombardement du 3 mai dernier, le bilan s'alourdit, 35 morts au total et 37 blessés. Le gouvernement organise les obsèques le samedi 10 mai. Cette annonce a été faite par la délégation de Kinshasa arrivée hier à Goma, conduite par le ministre des Affaires sociales. Cette délégation condamne avec la dernière énergie ces actes barbares. Le directeur général du FONAREV, lui, a annoncé les réparations immédiates pour soulager les victimes. Regardez. Affaire carnage des civils congolais et particulièrement des déplacés de guerre par l'armée rwandaise, une mission venue de Kinshasa composée des 2 membres du gouvernement central, quelques députés nationaux et du DG de FONAREV est à Goma pour compatir avec les familles des victimes des bombardements aveugles du 3 mai 2024, œuvre des envahisseurs. Sous la conduite du ministre des Affaires humanitaires, cette délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce jeudi 9 mai 2024 au gouvernorat des provinces. Selon le ministre Modeste Mutinga des Affaires humanitaires, leur mission consiste à préparer et exécuter l'inhumation digne des 35 décès victimes de la barbarie de l'armée rwandaise. Il est également question de prendre en charge les 37 blessés enregistrés dans ces incidents malheureux.
nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de haut rang nous rejoindra avant samedi. Ce sont des civils qui ont été gratuitement fauchés. Ce sont des personnes de troisième âge. Ce sont des enfants. Ce sont des femmes qui ont été tuées. Nous allons organiser dignement les obsèques. Nous apporterons également une assistance en vivre et non vivre. Occasion pour le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, d'interpeller la communauté internationale pour son indifférence coupable face aux crimes commis en RD Congo. Nous en avons marre de cette omerta. Nous en avons marre de cette ambivalence de la communauté internationale. Le sang congolais vaut le sang des Ukrainiens. Et il est inadmissible qu'on s'intéresse au Congo qu'avec les matières premières, là où ça intéresse la communauté internationale, on monte au créneau. Peu après l'entretien avec les gouverneurs des provinces, la délégation est allée visiter les blessés dans 2 structures sanitaires de la place, à savoir les centres hospitaliers CBK Bethesda d'Endosho et l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le DG de Fonarev, Lucien Lundula, précise que sa structure jouera bien son rôle, celui d'assister les victimes des guerres. Nous suivons le programme du gouvernement. Nous sommes dans la commission qui organise les obsèques et nous agirons conformément aux directives que nous recevrons du gouvernement. Et puis ce communiqué à la suite des bombardements du camp des déplacés de Mugunga dans le Nord Kivu par les terroristes du M23 RDF le 3 mai 2024, le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur Alphonse Tumbaluaba, a écrit à l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs pour dénoncer cet acte d'une barbarie sans nom qui a fait de nombreuses victimes, dont essentiellement les femmes et les enfants. Des actes qui ne sont pas sans rappeler le bombardement de l'armée rwandaise, les camps de réfugiés Hutus et la longue litanie des massacres des années 90 à ce jour, pendant 3 décennies, en recourant toujours à des groupes armés successifs, FDLR, RCD, CNDP, M23. Le coordonnateur national du MNS relève que cette réalité macabre est telle que le rapport mapping devrait faire l'objet d'un volume complémentaire, car s'il est établi que des crimes graves et massifs ont été commis, il est à ce jour évident que les lieux de massacre et des camps bombardés correspondent à des composantes ethniques congolaises bien précises, ce qui lève le doute sur la commission d'actes de génocide. L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, de la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs exige des États signataires le strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, et autant qu'il proscrit l'ingérence dans les affaires des États voisins. Le coordonnateur national du MNS en appelle à une réunion urgente des garants de l'accord cadre en vue des actions rigoureuses contre le Rwanda en vertu du droit international. C'est dans la même optique que la République démocratique du Congo conserve son droit à accroître ses capacités de protection de son territoire et de sa population, ainsi que d'exercer son droit à la légitime défense et son droit de poursuite. Fait à Kinshasa le 8 mai 2024, le coordonnateur national, le professeur Tumbaluaba. Le ministre ayant le transport, le commerce et l'infrastructure et la sécurité de la République démocratique du Congo et de la Zambie se sont réunis ce jeudi 9 mai à Kinshasa en entendant les résolutions qui sont prises lors de ces travaux à huis clos. Nous revivons le lancement des travaux avec Sylvie Moembo. Pour ce deuxième jour, les hauts fonctionnaires de la Zambie et de la République démocratique du Congo ont examiné les résolutions proposées par les experts de 2 pays sur la réduction des coûts du commerce au poste frontalier de Kasumbalesa avant de le soumettre à leur tour aux ministres concernés. Dans ce mot d'ouverture, le ministre d'État congolais en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a invité les hauts fonctionnaires de 2 pays avec l'appui de la SADC à produire un travail de qualité.
Jean-Robert Chimanga, secrétaire général à l'intérieur, a fait savoir que du côté RDC, la sécurité a été renforcée pour sécuriser les transporteurs. Lors de la 40e sommet des chefs d'État de la SADC, il avait été décidé que le secrétaire de la SADC puisse se pencher sur les questions récurrentes aux obstacles au commerce dans cette partie. Son collègue du commerce, Jules Mouila, a indiqué que les efforts ont été soumis dans l'octroi des visas aux transporteurs du côté congolais d'une durée d'1 mois. Et au nom de la réceptivité, on attend de la Zambie la même chose, car jusqu'ici, la Zambie octroie des visas d'1 semaine. Ces genres de rencontres permettent de booster ces échanges, facteurs essentiels pour le développement. La secrétaire exécutive adjointe de la SADC, Angèle Makombo, a rappelé les contextes de ces assises, évoquant le 43e sommet du chef d'État et de gouvernement tenu le 17 août 2023 à Luanda, en Angola, qui avait examiné le problème des postes frontaliers de Kasumbalesa entre la Zambie et la RDC et avait chargé les secrétaires de constituer un groupe de travail interministériel. La promesse a été tenue ce jour. Accord de libre-échange, les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo sont sur le point de vider les derniers verrous. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et son homologue des Émirats arabes unis ont jeté un dernier regard sur le processus, nous dit Idi Chala. Des jours où des produits iront de la République démocratique du Congo vers les Émirats arabes unis et viendront des Émirats arabes unis vers la République démocratique du Congo sans droit de douane sont proches. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, et son collègue des Émirats arabes unis, le docteur Thani Bin Ahmed Azeyoudi, ont enclenché le processus depuis plusieurs mois déjà. Cette rencontre d'Abu Dhabi est une dernière ligne droite pour cette option qui offre des avantages préférentiels en matière d'investissement et commercial aux deux parties. Les Émirats arabes unis et la RDC ont des relations économiques et commerciales très avancées. Notre volume d'échange est passé de 1,5 milliard à 4 milliards et quelques. C'est pas rien. Et nous pensons que l'accord commercial bilatéral, donc l'accord de libre-échange que nous sommes en train de nous proposer de signer, en somme va permettre de booster le commerce et de booster par ricochet les investissements. Et donc nous avons commencé des discussions il y a quelques mois et nous sommes très avancés. Il y a quelques points en suspens. 95% de l'accord a été approuvé en termes de projet. Il reste 5% qui se posent en termes de langue. C'est écrit en anglais chez eux, chez nous c'est écrit en français. Et nous avons convenu que nos équipes vont travailler d'ici au plus tard 2 mois. L'accord va être signé pour que finalement nos échanges se fassent des bases préférentielles mutuellement avantageuses pour tout le monde. Une occasion pour le ministre congolais de rappeler à son interlocuteur la guerre de prédation imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, qui continue malheureusement à se servir de produits du RSL pour tisser des relations commerciales avec ses partenaires. Les Émirats arabes unis devraient se distancier d'un tel partenariat. Jean-Lucien Boussa Tongba répare avec la promesse du docteur Thani Bin Ahmed Azeyoudi d'exercer la pression qu'il faut sur les pilleurs des ressources congolaises. Ce communiqué officiel, contrairement au communiqué du 3 mai 2024 invitant les honorables sénateurs de la nouvelle législature aux opérations d'identification et d'enregistrement prévues du 10 au 12 mai 2024, le bureau du Sénat, indépendamment de sa bonne volonté, informe les honorables sénateurs du report à une date ultérieure des dites opérations suite aux contraintes d'ordre budgétaire. Le nouveau chronogramme leur sera communiqué dès que les moyens seront disponibles. Fait à Kinshasa le 8 mai 2024, Sangouma Temosai, président du Sénat. Et en image, un accord de partenariat a été signé à Liège, en Belgique, entre le G24 et la société belge Néotech pour la réinsertion des jeunes désœuvrés Kuluna. L'honorable Jean-Marie Loukoulasi, dans la suite du chef de l'État en Europe, a profité de sa présence dans le vieux continent pour offrir aux Kuluna un emploi dans l'agroalimentaire. Regardez. L'oisiveté étant un des éléments principaux à la base de la délinquance juvénile, avec le Kuluna comme la forme la plus violente. L'honorable Jean-Marie Loukoulasi Massamba et son G24 s'étaient résolus de participer à la lutte contre les causes premières de Kuluna.
Ce partenariat, signé ce jour à Liège avec Néotech, contribuera sans nul doute à la réinsertion de la jeunesse quinoise par la grande absorption de la main-d'œuvre dans l'agroalimentaire. Le G24 a été représenté par sa directrice générale, Madame Mona Mangandou Yvette, et Néotech par son directeur général, Nicolas Nikas. Monsieur Nicolas Nikas, directeur général de Néotech, trouve ici l'occasion de présenter son entreprise dont les installations se passent de tout commentaire. À la fin des échanges, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans la réalisation de ce projet. Qu'aujourd'hui, le programme de la Kirkiti, c'est priorité des priorités. Donc nous, en tant qu'ONG, fondation, et avec les programmes du gouvernement, ça tombe vraiment à pic pour qu'on puisse signer les contrats avec vous. Vous avez beaucoup d'expérience et surtout l'expertise dans ces domaines et que nous sommes très contents et très ravis de travailler avec vous. Et ça sera une franche collaboration et pour une durée indéterminée. Et que le chef de l'État est parfaitement d'accord pour cette relation. La création de l'emploi est une réponse durable à la problématique de la délinquance juvénile. G24, avec son initiateur, sont sur la voie de l'avenir pour ces jeunes gens honnis par la communauté. Comment rechercher la solution au problème de flotte que rencontre Congo Airways? Les experts de l'Association nationale des établissements publics et entreprises publiques du portefeuille et ceux de la société d'aviation Congo Airways s'y sont penchés. Question de dégager une issue heureuse. Yolande Voka. C'est pour contribuer au développement économique des entreprises du portefeuille et trouver des solutions adaptées aux problèmes qui plombent leur fonctionnement. Cas de Congo Airways, que s'est tenue cette réunion. Autour d'une table, experts de l'aviation civile de l'ANEP et les délégués de Congo Airways pour réfléchir sur ces sujets délicats. La grande difficulté aujourd'hui, c'est la flotte. Et à travers le plan de relance et de stabilisation de Congo ici par le DG soumis au gouvernement, nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement qui arrive, le plan de relance là sera remis sur table et que le financement pourra suivre. Et comment sortir de cette période de turbulence qui traverse actuellement cette société d'aviation Congo Airways? La réponse vient d'un expert. Dans le programme du président de la République, il aimerait voir Congo Airways se doter des avions propres à lui. Et nous avons pu échanger, louer les avions et à perte. C'est ainsi que nous sommes en train de voir dans quels moyens on peut assister, on peut guider Congo Airways à aller trouver des avions à un prix raisonnable. Faire des lances de l'économie congolaise, des établissements publics et entreprises du portefeuille, l'ANEP, accompagne la gestion des entreprises du portefeuille en offrant à celles-ci des outils indispensables pour une bonne gestion. Investir en faveur de la femme du ministère des Affaires étrangères pour une diplomatie agissante au profit de la paix en République démocratique du Congo. Ce thème est celui de la journée de réflexion qui a réuni les femmes de ce ministère. Les détails avec Doris Mozo et Henri Amoury. Les femmes du ministère des Affaires étrangères poursuivent les combats sur le droit des femmes. Le mois de mars est passé, mais la lutte continue. Elles ont ensemble, avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, le vice-ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général du ministère, réfléchi sur comment investir en faveur de la femme du ministère des Affaires étrangères pour une diplomatie agissante au profit de la paix au Congo. Plusieurs orateurs ont défilé pour une contribution à ce thème. Madame Kena Karine, point focal du genre du ministère, elle est revenue sur les travaux de la 68e session qui ont eu lieu aux États-Unis en mars dernier. Elle a insisté sur investir en la femme diplomate, tirer profit des atouts intrinsèques de la femme pour l'exercice d'une diplomatie agissante. 2 femmes ambassadeurs ont fait le témoignage de leur carrière, Madame Chantal Konji et Madame Solange Bangoula. Elles ont toutes les deux encouragé les femmes à se former et s'informer pour être plus compétitives en interne et à l'extérieur du pays. Le secrétaire général a
invité les femmes à capitaliser ces moments privilégiés. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou, représentant le VPM Christophe Lutundu, l'a empêché à lancer un appel vibrant aux femmes du ministère de développer les compétences nécessaires. Le ministère des Affaires étrangères va se déployer en renforçant les capacités de la femme. La ministre du Genre a clôturé la journée en disant que le gouvernement de la République a pour responsabilité d'adopter les ressources nécessaires pour éradiquer la pauvreté chez la femme, car face à la grande crise humanitaire et la fragilité à conflits répétés, les femmes et les filles sont confrontées à une pauvreté aiguë et à risque accru des violences sexuelles et basées sur le genre. En dehors de nos frontières, précisément au Tchad, les élections présidentielles se sont déroulées sans incident majeur. La communauté des États d'Afrique centrale, CEAC, avait déployé ses observateurs dans ce pays pour la supervision de la période électorale. Parmi eux, Freddy Kita, Cédric Kenina. Tout s'est déroulé dans la quiétude et aucun incident majeur enregistré avant et pendant les élections au Tchad. Constat fait par les missions d'observation sur place, particulièrement la mission d'observation électorale de la CEAC, dont a fait partie Freddy Kita. Le peuple tchadien, ce qui m'a réjoui, a aujourd'hui la maturité politique, a compris qu'il faut un Tchad uni, où désormais la paix et la cohésion nationale va régner. Donc en toute responsabilité, les 10 candidats présidents de la République se sont bien comportés, il n'y a pas eu de dérapage ni des incidents majeurs. Le ministre Didier Manzenga, qui a fait un excellent travail au Tchad. Donc nous sommes là pour l'intérêt de l'Afrique et nous allons accompagner tout pays africain qui a besoin de nos services. L'on doit cette réussite à la maturité du peuple tchadien, mais aussi et surtout au travail abattu par la facilitation du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, quand vous avez un facilitateur comme un outil comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses ne peuvent qu'avancer. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience, il est à la tête d'un grand pays, il a été désigné par ses pairs africains comme facilitateur, il a fait un excellent travail. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre au Tchad, tous les opposants qui étaient en exil sont retournés. Et nous avons tous vu passer ici à Kinshasa et réussi par le président Félix Tshisekedi. Il a bien accompagné ce processus qui tend d'ailleurs vers sa fin parce qu'après la présidentielle, il y aura la législature. Et je crois que donc, le peuple tchadien a compris et comprendra qu'ils ont intérêt de fumer le camion de la paix. Freddy Kita n'en est pas en sa première supervision des élections en Afrique. Une expérience à capitaliser pour cristalliser les panafricanismes. Et nous venons de l'apprendre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le premier secrétaire du cabinet équivalent au premier ministre de la République du Kenya, Musalia Mudavadi. Ce dernier était porteur d'un message spécial de son homologue kenyan, William Ruto, à son homologue congolais, Fanny Kikoufi. La redynamisation de la coopération entre le Kenya et la RDC, l'un des sujets au centre des échanges ce jeudi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier secrétaire du cabinet équivalent du premier ministre de la République du Kenya, Musalia Mudavadi. Ce dernier, en tête d'une délégation d'une dizaine de personnes, était porteur d'un message spécial du président kenyan William Ruto. Ma mission ici était de délivrer un message spécial au président Félix Tshisekedi de la part de son homologue, le président William Ruto. Nous sommes des partenaires, nous sommes des pays au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et encore beaucoup plus proche. L'intervention du président sur l'incident avec Kenya Airways, ce qui a été résolu de manière amicale. Nous étions venus pour le remercier et aussi nous voulions réaffirmer que ce partenariat est beaucoup plus grand et que nous voulons aller continuer à travailler avec lui dans le futur. Au sujet de la situation des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, le Kenya rassure de son soutien. Nous voulons également rassurer nos peuples congolais que le Kenya travaillera toujours avec lui pour arriver à une paix et une stabilité dans ce pays.
L'émissaire du président kényan a par ailleurs salué la convivialité avec laquelle s'est déroulée leurs entrevues. Nous sommes contents que le président Tshisekedi ait communiqué avec nous avec beaucoup de respect. Fin de citation. Le 9 mai de chaque année, l'Union européenne fête sa journée. Ce jeudi, l'unité et la paix durable étaient sous le feu de projecteurs à Kinshasa. Cette journée de l'Europe a été marquée par un point de presse, occasion pour l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne de dissiper tout malentendu sur la perception de l'action du Rwanda contre la RDC. Rudis Modric Zinkianda. L'Europe de Robert Schuman compte plus d'un demi-siècle et la journée de cette Europe se célèbre chaque 9 mai. À cette occasion, le chef de la délégation européenne en RDC a tenu un point de presse au cours duquel il est revenu sur la position de l'Union européenne sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Je vais condamner la présence des M23, la nouvelle offensif des M23. Je vais aussi dire un mot sur les autres groupes armés, demander la cessation d'hostilité et le retrait des zones occupées. Et je vais mentionner le Rwanda à 2 reprises. Cesser l'appui au M23 et retirer ses troupes militaires du sol congolais. Aux autorités congolaises, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC affirme la disponibilité de l'Europe de les accompagner dans les efforts multisectoriels pour le développement et la restauration de la paix durable en RDC. L'énorme action qu'on a menée ensemble depuis 60 ans, et cette réalité doit être très liée aux investissements, doit être très liée au secteur privé, à la transformation énergétique, à la transformation numérique, à la création d'emplois, aux infrastructures, à l'agriculture. Nous, diplomates, quand on habite en RDC, on n'a pas de lunettes qui nous épargnent de la souffrance des gens. Je vais réitérer la position de l'Union européenne qui a été répétée à plusieurs reprises. Nous ne croyons pas à une solution militaire, nous croyons à une solution dialoguée, politique, qui doit mener le Rwanda et la RDC autour d'une table sous l'égide africaine, notamment à ce moment-là de l'Angola. Aujourd'hui et demain, la fraternité entre l'Union européenne et la RDC s'affirme. La République démocratique du Congo a désormais un nouveau docteur en géologie. Il s'agit du professeur Mambwe Matanda. Sa thèse a porté sur les questions de l'exploitation géologique des minéraux, des bases et des critiques en République démocratique du Congo. La présentation de sa dissertation lui a valu la mention plus grande distinction. Ricardo Mambeka. Le récipiendaire est un pur produit de la faculté des sciences de l'Université de Lubumbashi, département de géologie. Brillante soutenance publique de sa thèse à l'Université catholique Leuven-KU le 21 décembre 2023 en Belgique. Le désormais docteur en géologie Pascal Mambwe Matanda a, au cours de cette séance de restitution du contenu de sa dissertation doctorale intitulée « Sedimentological, Stratigraphic and Metallogenic Study of the Katanga Sapper Group in Tenkefungurume Mining District, Katanga DRC », présenté le résultat de cette recherche qui lui a pris 3 ans. Dirigé par le professeur Dr Philippe Mouchej de la KI Leuven en Belgique, le Dr Steen de l'Université des Gand en Belgique, cette thèse de doctorat a été financée par KI Leuven à travers la coopération entre l'Université de Lubumbashi Nilou et KI Leuven avec l'appui de l'entreprise Tenkefungurume Mining. Un chasseur qui ramène à la famille ce M. Pascal est allé aussi à la chasse et nous avons une thèse. Et pas n'importe laquelle, une thèse qui porte sur l'assiette sur laquelle est assise la province du Haut-Katanga ainsi que les autres provinces voisines. Nous vous encourageons de sorte que, après vous et autour de vous, que ces connaissances s'étendent, s'élargissent et s'approfondissent. Le mérite de cette dissertation doctorale, c'est d'avoir contribué à la connaissance des écoulements des fluides porteurs de minéralisation des cuivres, cobalt, plomb
et du zinc, dont les formations katangiennes à la base des gisements de classe mondiale. Elle s'adresse également à la reconstitution tectono-sédimentaire du bassin katangien à travers les formations de brèches et des conglomérats qui renferment ces minéralisations. Cette thèse apporte finalement des grandes pistes en rapport avec les perspectives d'exploration des métaux de base et critiques en République démocratique du Congo et la Zambie, telles que le cuivre, le cobalt et le zinc. Cette séance de restitution s'est déroulée en présence du secrétaire général chargé de la recherche à l'Université de Lubumbashi, le professeur Malemba, des doyens de faculté, membres de corps enseignants et des étudiants. Restons dans ce secteur de l'enseignement supérieur pour vous parler de la présentation du nouveau logiciel en comptabilité par le chef de travaux de la Haute École de Commerce de Kinshasa, Joseph Dundaluaba, à l'Université pédagogique nationale. Ce nouveau programme a fait l'objet de la soutenance d'une thèse en informatique. Raymond Marilelo et Siandé Mata. La quintessence des recherches en informatique de gestion du récipiendaire s'est préoccupée de l'invention des logiciels baptisés dits Gramilic, un programme conçu par lui-même et qui a été mis en application par les comptables de la ville portuaire de Mwanda dans le Congo central, mais plus exploité par les élèves de la section technique option commerciale et gestion du collège de Temboa dans la ville portuaire de Matadi dans le Congo central. Chaque année, nous produisons des licenciés en informatique, des gradués qui produisent des logiciels, des très bons logiciels, mais qui ne se retrouvent pas sur le marché. Ils n'ont pas d'endroit pour écouler leurs produits. C'est ainsi que nous, grâce à notre étude, nous avons proposé un schéma que chaque développeur pourra utiliser pour pouvoir faire connaître son produit aux utilisateurs. Après la brillante prestation du nouveau savant, les membres du jury se sont retirés pour apprécier sa contribution dans le monde scientifique. Une omnibus respice filem. Dans toute chose, il faut donc considérer la fin. Cette dissertation a valu au récipiendaire la mention grande distinction. Il est désormais proclamé docteur en sciences économiques, option informatique de l'Université pédagogique nationale. Et cette décision de l'Assemblée nationale du 8 mai 2024 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale entendu décide, article 1er, le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale comporte 5 phases ci-après, le dépôt de candidatures, examen des dossiers des candidatures, affichage des listes des candidatures retenues, campagne électorale, audition des messages des candidats au cours de la séance plénière suivie de l'élection et installation officielle du bureau définitif. Article 2. Le calendrier électoral se présente comme suit. Vendredi 10 mai et lundi 13 mai 2024 de 9h à 17h, dépôt des candidatures. Mardi 14 mai 2024, examen des dossiers des candidatures. Mercredi 15 mai 2024, affichage des listes des candidats retenus. Jeudi 16 mai 2024 de 9h à minuit, campagne électorale. Samedi 18 mai 2024 à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation du bureau définitif. Article 3, les candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale sont présentées par la majorité, l'opposition et les non-inscrits auprès de l'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui en accuse réception. Les candidatures tiennent compte des critères prévus à l'article 27 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à savoir la formation, l'expérience, la crédibilité et l'honorabilité. Article 4, sous peine d'irrécevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes. A. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique ou regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. B. Une photo de format
passeport. C'est un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessous sont sincères et exacts ». Article 5. Toutes les candidatures déposées après le délai fixé à l'article 2, littéra de la présente décision est déclarée irrecevable. Article 6. Le déroulement des opérations électorales s'effectue conformément à l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 7. Enfin, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 8 mai 2024. Mbosoko Diampwanga, Christophe. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kalemi, dans la province de Tanganyika et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Anita Luambois. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain, je l'espère.